Bonjour à tous et à toutes. J'attends peut-être encore une petite minute pour que tout le monde puisse nous rejoindre, mais je vois qu'il y a quand même 26 participants, donc on peut commencer doucement, gérer notre webinaire. Nous accueillons aujourd'hui Marine Friand-Perrault, Françoise Jabot. Marine Friand-Perrault, qui est maître de conférence en droit privé à Nantes, université. Et c'est aussi un moment intéressant, je dirais, de collaboration entre Rennes et Nantes qui peut se concrétiser par ce webinaire. Par ailleurs, Marine Friand-Perrault est HDR en droit privé, mais avec pour spécialité deux spécialités qui sont quand même très proches des nôtres, en tout cas des compétences que nous avons à l'EHESP, autour de la question de du droit de la consommation et du droit de la santé. Donc on y est très sensible. Françoise Jabot, professeure honoraire de santé publique à l'EHESP et aussi rattachée pour sa recherche à Rennes, donc l'UMR qui est dont le HESP est tutelle. J'ai oublié de citer le laboratoire droit et changement social du côté du droit et du côté nantais. Toutes les deux ont participé à, je dirais, une grosse opération de recherche, hein, un gros projet de recherche sur les questions de taxes sur les sodas. Et donc, une partie, on va dire, de ces recherches vont être présentées aujourd'hui, puisque, comme le rappellera sans doute Françoise, c'est un gros programme de recherche qui a occupé plusieurs équipes. Donc c'est juste un des éclairages de ce programme. Le sujet, c'est taxer les boissons sucrées en France, retour sur le projet Soda Tax. Elles vont avoir environ une quarantaine de minutes de présentation. Puis des questions-réponses, c'est toujours un peu je dirais le même opération, c'est-à-dire il faut toujours utiliser la commande questions et réponses pour poser les questions ou les commentaires. Et moi, je me chargerai de les relayer ou les intervenantes pourront y répondre aussi directement en lisant les questions. Je rappelle aussi un point important surtout pour ceux et celles qui ne pourront pas regarder ce webinaire tout au long, je dirais, de son déroulement, qui a une session de rattrapage, on pourra dire, puisque ensuite, cette session est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'EHESP. Ce qui est une manière aussi, aussi de diffuser auprès des apprenants, des étudiants, de toute personne intéressée, de diffuser nos sessions. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Françoise, puisqu'il me semble que c'est Françoise qui commence cette présentation. Donc, merci Françoise. Je crois que tu partages un, un PowerPoint. C'est à toi. Voilà, est-ce que vous voyez, il s'affiche à Oui, l'écran? oui, moi je le vois bien en tout cas. Il n'y a pas de souci. Très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Donc, nous allons vous parler des enseignements de cette recherche qui a été menée, comme Sylvie vient de le rappeler, par un consortium de chercheurs issus de plusieurs organismes de recherche, donc Nantes Université, l'Université Sorbonne Paris-Nord, l'École d'économie de Paris, l'INRAE, Paris-Saclay et le HESP qui en a assuré la coordination. Et les principaux chercheurs donc s'affichent également à l'écran. Donc je vais présenter dans une première partie l'économie générale de ce projet, ses principaux résultats, sans m'appesantir sur les aspects relatifs aux équipes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Et Marine Friand-Perrault va faire un focus sur les aspects juridiques de ce projet et les perspectives en lien. Le projet a été financé par la Ligue contre le cancer et dans le cadre d'un appel à projet de l'Institut de recherche en santé publique. Alors, les maladies chroniques figureront des premières causes de mortalité et d'incapacité dans le monde, et la qualité nutritionnelle de l'alimentation en est un déterminant majeur. La consommation de sucre dépasse largement les recommandations de l'OMS
qui préconise que les apports provenant de sucre libre ne dépassent pas 10% des apports caloriques totaux. La consommation d'une portion ou de deux portions de boissons sucrées approche ou dépasse ces recommandations. La consommation de sucre est responsable et de boissons sucrées est responsable de pathologies telles que surpoids, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, cancer, carie dentaire, ce qui en fait en constitue un enjeu de santé important, notamment chez les jeunes, et un enjeu financier également. Il est donc important de faire évoluer les comportements, mais aussi l'environnement de ces comportements, à savoir agir sur l'offre en termes de quantité, de qualité de produits, de disponibilité dans les milieux de vie et d'accessibilité financière. Parmi l'éventail des stratégies disponibles, la fiscalité nutritionnelle est un outil intéressant, mais qui occupe une place encore modeste. Le concept de taxe nutritionnelle a émergé dans les années 90 aux États-Unis avec l'intention d'allouer les recettes au financement d'actions de santé. Dans les années 2000, les boissons sucrées ont été particulièrement ciblées du fait de leur niveau de consommation et des problèmes de santé associés. Progressivement, le nombre de pays a augmenté, qui ont adopté des taxes a augmenté, et avec cela, donc, des évaluations, des travaux de recherche pour en évaluer l'efficacité. Les évaluations, l'OMS soutient et promeut cette mesure, a diffusé à partir de différentes études des guides et des recommandations de bonnes pratiques. Le nombre de juridictions qui ont adopté une taxe soda varie selon les différents inventaires qui ont été réalisés. La carte que vous voyez à l'écran n'a pas été mise à jour depuis la fin du projet, donc il est possible que cela ait été modifié. Néanmoins, on peut voir qu'après le Danemark en 2008, la Hongrie et la Finlande en 2011, la France en 2012 a adopté donc cette mesure, ce type de taxe à l'échelle donc d'un large territoire et a été un des premiers pays. Les travaux ont mis en évidence, les travaux scientifiques en général, pas le projet, que la taxation des boissons sucrées est sous-tendue par quatre logiques principales que vous voyez sur ce schéma qui a été fait par l'Institut national de santé publique du Québec. Ces quatre logiques sont plus ou moins explicites et plus ou moins combinées entre elles. Une première logique, la logique comportementale, selon laquelle la taxe entraîne une hausse de prix qui se traduirait par une baisse des achats et donc par une baisse de consommation de boissons sucrées. Une logique de dénormalisation, on considère que la taxe, quand elle est accompagnée d'actions de sensibilisation, par un effet signal, contribuerait à conscientiser la population et orienter les préférences des consommateurs vers des choix de boissons plus saines. Il y a moins de travaux sur cet aspect. Une logique de reformulation qui suggère que la hausse de la taxe induirait une évolution des pratiques des fabricants en termes de réduction de la teneur en sucre des boissons existantes et de développement de produits moins sucrés et innovants. Des travaux ont montré qu'au-delà de certains seuils, cette hypothèse est vérifiée. Et enfin, une logique fiscale qui implique que les recettes générées par la taxe soient réinvesties dans des actions de santé, ce qui en augmenterait l'acceptabilité. Il existe diverses formes de taxes selon la structure de la taxe, qui peut être basée sur le prix, le volume, des seuils ou des barèmes. En général, il s'agit de taxes d'assises, c'est-à-dire que le montant est fixé en fonction du volume ou de la quantité d'un ingrédient, indépendamment du prix de la boisson. Des taxes variables en fonction des boissons ciblées. Souvent, il s'agit des boissons avec sucre ajouté, parfois aussi des boissons édulcorées, non caloriques, et plus rarement des jus de fruits. Le montant, qui peut être de 2 à 50% du prix, ou encore en termes de prélèvement, qui peut se faire à l'importation, à la fabrication, à la distribution ou à la vente. Il est répercuté sur le fabricant ou sur le consommateur. En France,
La première taxe, donc adoptée en 2012, taxe d'assises, était une taxe avec un taux fixe et faible, couvrant à la fois les boissons sucrées et les édulcorés, et les édulcorants, pardon. En 2018, donc cette taxe a été revue en instaurant un taux graduel selon la teneur en sucre ajoutée dans la boisson, et avec également un taux fixe pour les boissons artificiellement édulcorées. Les boissons qui contiennent les deux, édulcorants de synthèse et sucre ajouté, acquittent donc les deux taxes. Alors le projet de recherche, nous l'avons dit, il portait à la fois sur l'élaboration, la mise en œuvre et les effets de la taxe en documentant différentes facettes. Un, le processus sociopolitique ayant favorisé la conception et l'adoption de la taxe, ainsi que le contexte qui l'a permis. Un deuxième aspect sur les effets sur l'offre, les ventes et les achats de produits. Le troisième axe sur les perceptions et les opinions des consommateurs. Et le quatrième sur le cadre juridique de cette taxe. Les résultats de ces différentes approches donc, ont été mis en perspective pour apporter un éclairage à l'évaluation qui est prévue dans le cadre du PNNS 4, Programme national nutrition santé, mais il ne s'agit pas d'une évaluation, je le précise. Alors, rapidement, en termes de méthode, sur le premier point, pour l'analyse du processus de révision de la taxe, nous avons étudié l'évolution du cadrage de la taxe et le contexte donc, qui a permis la révision, les différents facteurs favorisants ou bloquants, à partir à la fois de revues de littérature, des articles de la presse écrite, de la littérature grise, institutionnelle, scientifique, et également avec des entretiens auprès des principaux acteurs. Sur le plan, pour la partie économique, les chercheurs donc, ont étudié les effets sur les reformulations, les prix et les ventes à partir de données de vente du panel Counterword Panel et de données Open Food Facts et à partir de ces deux sources de données, procéder à des analyses par comparaison. Je n'insisterai pas sur ce point. Sur le troisième aspect, il y a eu un questionnaire qui a été administré à des participants, plus de 3000 de la cohorte Nutrinet. Et enfin, pour le cadre juridique de la taxe, une analyse de la littérature dont Marine vous parlera plus amplement. Donc l'analyse pour l'analyse globale, dont nous avons travaillé dans une perspective évaluative pour articuler les résultats issus des différentes approches disciplinaires. Pour cela, nous avons eu recours à l'évaluation basée sur la théorie, qui est une approche qui est classiquement, enfin, souvent utilisée à l'évaluation et qui consiste à identifier la théorie ou la logique d'action de l'intervention, c'est-à-dire les hypothèses selon lesquelles les résultats attendus, espérés, devraient se produire grâce à là où les mesures mises en place. Donc, l'évaluation basée sur la théorie, c'est le cadre conceptuel et le modèle logique, c'est sa représentation graphique. Dans le cas français, on ne retrouve pas une théorie d'action explicite de la taxe révisée. Donc les axes 1 et 4 ont exploré la présence ou la prégnance de ces différentes logiques à travers les arguments mobilisés dans les discours et débats parlementaires. Et les axes 2 et 3 ont interrogé la validité de ces hypothèses. Alors ce modèle logique est celui que nous avons reconstitué en fin de projet pour mettre en lumière donc les différents apports et résultats sur les effets intermédiaires de la taxe. Alors, je vais vous présenter rapidement les résultats. Sur le premier point, la révision de la taxe a été rendue possible grâce à un ensemble de conditions que je vais évoquer rapidement. Il y a eu un consensus sur la nécessité d'agir sur la consommation de boissons sucrées compte tenu des enjeux sanitaires, notamment auprès des jeunes, des enjeux économiques, ceci en accord avec des tendances qui étaient déjà présentes pour plus de naturalité et plus de santé. Cette taxe, contrairement à celle de 2012, était clairement positionnée sur le terrain de la santé publique.
il y a eu d'ailleurs dans le même temps des mesures qui ont été prises ou des propositions sur d'autres produits. Bien que le bilan de la taxe restait insatisfaisant, la loi avait ouvert une brèche et la taxe était bien installée dans le paysage des politiques institutionnelles. La révision de la taxe a bénéficié par ailleurs d'une fenêtre d'opportunité avec l'élection d'un nouvel exécutif, l'installation le renouvellement des arènes politiques et la révision des commissions parlementaires, la recomposition des commissions parlementaires avec un portage fort par son rapporteur. La taxe donc était clairement orientée avec santé, avec un objectif de reformulation plutôt que de sanction des consommateurs. Par ailleurs, donc, elle a bénéficié de l'opportunité du projet de loi de finances qui, chaque année, donc, permet de faire des propositions de taxes nutritionnelles. Les acteurs, aussi bien les administrations que les parlementaires, ont été clairement sensibles à l'expertise et aux expériences étrangères, et les recommandations internationales et les données probantes ont apporté de la légitimité à cette révision de la taxe. Par ailleurs, on a noté une collaboration assez fluide entre les administrations de la santé et des finances qui ont travaillé à sa mise en œuvre pratique. Enfin, peu d'opposition de la part des industriels, malgré des dissensions sur le barème de la taxe ou sur les produits concernés, lesquels les industriels s'étaient déjà engagés dans des reformulations pour s'adapter aux attentes des consommateurs. Pas beaucoup d'opposition non plus de la part de la société civile, même si certains ont pu pointer des effets régressifs ou l'absence de compensation. Sur le plan de la... ah, oui, alors pour préciser, on était plus dans une recherche de compromis et dans des ajustements que dans un changement majeur. Sur le plan de la réceptivité par les consommateurs, on peut dire que le projet ne permettait pas véritablement de vérifier l'hypothèse de dénormalisation, mais on peut penser qu'une perception favorable peut la favoriser. Les résultats de l'enquête montrent que la taxe était bien connue, puisque on a, avec voilà, plus de 63%, plus de 63% des personnes, et également ce qu'elle couvrait. Sa réceptivité est également bonne, puisqu'elle est considérée utile, près de 2 tiers des personnes, relativement efficace, qu'elle abonde le budget de l'État. Donc elle est plutôt perçue comme une mesure d'amélioration de la santé. Et presque 65% y sont favorables, et ce d'autant que les revenus seront attribués au système de santé. Il apparaît par ailleurs que les plus favorables sont aussi les moins touchés et les moins par la taxe parce que ils sont moins consommateurs. Quant à ses effets, ils restent modestes, tant sur les reformulations que sur les prix, que sur les achats. Bien qu'il y ait une autre étude qui a montré des effets un peu plus sensibles sur les reformulations. Donc la taxe est apparue moins efficace que dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, où le design de la taxe est un peu différent, et Marine va vous en parler, et je lui cède la parole pour la suite. Merci beaucoup Françoise. Donc je poursuis concernant les enjeux juridiques et nous verrons dans une perspective nouvelle l'applicabilité à d'autres produits. Alors la question c'est quels sont les enseignements juridiques à la fois de cette recherche et de manière plus générale sur les taxes comportementales pour une extension de la taxe à d'autres aliments. Donc on replacera ça dans l'actualité 2024-2025 et on verra notamment que concernant les taxes comportementales en santé, il y a très souvent un argument qui est évoqué, notamment par le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Économie et des Finances, qui est celui de la contrariété au droit, en indiquant que l'extension de la taxe, c'est vrai aussi pour d'autres mesures, serait contraire soit au droit national, soit au droit de l'Union européenne, et que tout simplement cela n'est juridiquement pas possible. Et donc nous allons voir quelles sont les voies à explorer, les précautions à prendre pour que cette extension puisse être possible au plan juridique.
une extension qui pourrait viser les produits sucrés solides. Cela a été envisagé, nous y reviendrons. Les produits gras sucrés et salés, taxe par exemple sur des produits trop salés. Les produits ultra transformés, dans les enjeux de réduction de la viande, taxe sur la viande rouge. Donc ensemble de perspectives que nous allons explorer. Alors, une note du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité nutritionnelle, publiée en juillet 2023, donc on a pu analyser dans le projet de recherche, propose justement cette extension à d'autres produits, et notamment d'autres produits qui soient des produits sucrés. On songe ainsi aux boissons à base de soja, boissons lactées. On évoque aussi les produits destinés aux enfants en énumérant notamment, par exemple, des produits comme les confiseries. Et puis, de façon plus étonnante, on reparlera de cette question, les additifs. Ces propositions vont dans le sens de celles qui avaient été formulées par le Haut Conseil de la santé publique en 2016, à l'occasion de l'avis donné concernant l'élaboration du PNNS 4. Alors, au regard de ces enjeux, nous verrons qu'il y a la nécessité de tenir compte d'exigences de cohérence et d'efficience au regard de l'objectif sanitaire que l'on se donne, sur deux volets. D'abord, cette cohérence et cette efficience, elle se pose lorsque l'on s'interroge sur les enjeux de conformité à la Constitution, donc au plan national et au droit de l'Union européenne. Et puis aussi lorsqu'on s'interroge sur les enjeux d'affectation des revenus de la taxe à des actions de prévention des risques nutritionnels. Donc, c'est les deux points qui guideront notre analyse. Alors, dans la slide suivante, merci Françoise, je fais référence à une publication qui recense l'ensemble de ces réflexions, publication qui a été faite au moment de la clôture du contrat, qui est un numéro spécial sur les enjeux juridiques de la taxe soda, et donc publié en 2024, et dont les références apparaissent ici au journal droit de la santé et de l'assurance maladie, à la suite d'un colloque. Alors, sur le premier point, concernant les enjeux de conformité, alors, c'est justement cette fameuse question qu'on a évoquée. Est-ce que la taxe est conforme au droit? Est-ce que c'est juridiquement possible? Alors, la taxe comportementale ne doit pas être d'abord contraire à la Constitution, elle ne doit pas être contraire au droit de l'Union européenne. Alors, sans faire un cours de droit, quelques points de vigilance que je vais essayer de vous exposer le plus clairement possible. Donc, la taxe comportementale ne doit pas être contraire à la Constitution. Il y a des exigences de cohérence de la règle fiscale par rapport à l'objectif poursuivi. On doit être cohérent, c'est-à-dire que on doit ainsi justifier les raisons pour lesquelles la taxe pourrait effectivement permettre de parvenir au résultat escompté. Et donc, il faut qu'on soit dans une logique de ciblage au regard de l'objectif sanitaire affiché. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. On a des exemples, des contre-exemples, notamment sur la taxe sur les boissons énergisantes, où décisions du Conseil constitutionnel ont sanctionné des moutures de taxes sur les boissons énergisantes par manque de cohérence. Vous comprendrez aisément le premier exemple. Pour les boissons énergisantes, on indiquait lutter contre l'alcoolisme, et on a taxé les boissons énergisantes qui peuvent être bues sans être associées à de l'alcool. Et donc là, il y avait un manque de cohérence. Sur le deuxième, on taxait ces boissons en raison de la forte présence de caféine, mais sans taxer les boissons qui n'étaient pas des boissons énergisantes, mais qui contenaient le même taux de caféine. Alors, on peut tirer des enseignements pour la taxe élargie, sachant que de ce point de vue-là, eh bien, la taxe soda est actuellement conforme à la Constitution, et de futures taxes devraient aussi l'être. Donc, il faut justifier au regard des enjeux de santé publique. Reprenons notre exemple des additifs. Il est plus douteux que l'on puisse taxer les additifs alors même que la sécurité sanitaire des additifs est établie et qu'ils bénéficient de procédures d'autorisation harmonisées au niveau européen. Donc là, on voit les limites des propositions qu'on vient d'évoquer. Il faut que le champ soit aussi suffisamment large par rapport à l'objectif poursuivi. Si jamais, par exemple, on vise
produits sucrés, eh bien, il faut vraiment avoir une vision la plus large possible pour tous les boissons et tous les produits qui sont des produits solides, qui auraient les mêmes caractéristiques en termes de taux de sucre. Puis, on a besoin d'une cohérence nutritionnelle. Par exemple, on peut mettre en balance des aspects positifs. Certains produits, comme les boissons lactées, vont apporter notamment de la satiété et présentent des qualités nutritionnelles qui ne sont pas présentes, par exemple, dans les sodas. Donc, on doit, de ce point de vue-là, faire attention à la justification scientifique et la cohérence des mesures proposées. Alors, peut-être la suivante. Il faut aussi... Je m'excuse, ça bloque. Ah, moi, je n'ai pas la main. Ça y est. Ouais. Il faut aussi que la taxe comportementale ne soit pas contraire aux droits de l'Union européenne. Donc, on évoque aussi souvent cette contrainte. Alors, quelques mots, hein. Effectivement, l'Union européenne parfois va adopter des taxes harmonisées. C'est parfois l'échelon européen qui est le plus pertinent. On le voit par exemple pour les taux de TVA dans certains domaines. Mais la règle en matière de politique fiscale, c'est le vote à l'unanimité, ce qui fait que vraiment des mesures adoptées au niveau européen et de façon harmonisée ne sont pas toujours simples à obtenir. Il y a une marge de manœuvre pour les États membres dont on a usé pour la mise en place de la taxe soda. Les États membres élaborent librement leurs systèmes fiscaux, mais sous réserve de certaines prohibitions et notamment ce qu'on appelle finalement un principe de neutralité fiscale. L'idée, c'est d'éviter des discriminations fondées sur l'origine géographique des produits. On taxe plus des produits importés que des produits qui sont produits au niveau national, ou alors des aides d'État qui seraient ainsi faites sous forme fiscale non autorisée. Alors comment ça se concrétise? Eh bien, ça se concrétise de la manière suivante. D'abord, on ne doit pas discriminer suivant l'origine des produits, je l'ai indiqué. Des produits similaires ou en concurrence importés ne doivent pas être plus taxés que les produits nationaux. Alors là, il n'y a pas tellement de difficultés pour les sodas, mais ça pourrait se présenter pour d'autres produits, puisque les produits importés constituent une très faible part des produits consommés pour les boissons avec sucre ajouté qui sont taxés, une part de 5 à 15%. Donc il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur cette question, mais il y en a eu beaucoup, par exemple, en matière de taxation d'alcool, la différence entre le vin et la bière, etc., qui a nourri un contentieux, notamment au niveau international, et qui pourrait se présenter de la même manière au niveau européen. Donc il faut faire quand même attention à cette question. Et puis par ailleurs, il ne faut pas que ça constitue une aide d'État prohibée. Alors, je vous rappelle rapidement les critères de l'aide d'État prohibée, c'est le fait qu'on fasse un traitement différencié. Donc ça, on peut faire un traitement différencié, on peut taxer plus certaines entreprises que d'autres, mais il ne faut pas que ça soit injustifié lorsque les entreprises se trouvent dans une situation comparable au regard de l'objectif qu'on s'est assigné au contexte dans lequel on se situe, qui est le contexte nutritionnel. Alors, cela veut dire très concrètement pour les aides d'État, et là il y a du contentieux, il n'y a pas beaucoup de décisions, mais il y en a sur la fiscalité nutritionnelle. Et elles peuvent être source d'enseignement dans la perspective d'un élargissement des taxes à d'autres produits. C'est notamment la taxe irlandaise sur les boissons sucrées. Donc il y a une décision de 2018. La Commission européenne détaille très nettement les arguments qui sont évoqués. Et puis la taxe danoise sur les graisses saturées, là, la décision date de 2019. Alors les enseignements pour la taxe soda, c'est que les différenciations qui sont faites entre les produits doivent être justifiées scientifiquement au regard de l'objectif de santé publique de réduction de la consommation de sucre pour la taxation pour les boissons sucrées. Par exemple, pour la taxe irlandaise, on explique bien qu'il faut justifier pourquoi il y a, par exemple, des exemptions pour les boissons lactées, pour les boissons à base de soja, et pourquoi est-ce que les autres boissons, elles sont taxées et que les boissons que je viens d'évoquer ne le sont pas? Alors, ce sont des arguments liés à la satiété, à la qualité nutritionnelle, qui sont ainsi évoqués. Donc ça, c'est un point très important. Et donc, si on veut étendre à d'autres produits, il faut être cohérent au plan nutritionnel pour les produits taxés. Donc, tenir compte des nutriments en excès, mais aussi des nutriments positifs,
de la contribution à la satiété, comme je l'évoquais, des possibilités de reformulation. Si on taxe des produits qui ne peuvent pas être, par exemple, désucrés, entre guillemets, c'est le cas des jus de fruits sans sucre ajouté, qui naturellement sont sucrés, ça laisse moins de marge de manœuvre pour les opérateurs. Et puis par ailleurs, les exemptions, elles doivent être justifiées. Donc très souvent, on essaye de protéger certaines productions nationales. L'exemple danois est intéressant à cet égard. Si on taxe la viande, il faut taxer les sources de protéines animales, par exemple, qui présentent les mêmes caractéristiques nutritionnelles, notamment en matière de graisse, par exemple, etc. Donc il faut absolument être cohérent. Et là, en l'occurrence, on n'avait pas taxé le lait, et en plus, on avait taxé le lait en poudre, mais pas le lait. Donc en plus, il y avait une discrimination géographique. Et on avait exclu le poisson qui correspondait à des productions nationales. Donc c'est notamment ce type de distinction qu'il convient d'étudier en détail. Alors, concernant maintenant le deuxième point, s'agissant toujours de la cohérence et de l'efficience, non pas, mais au regard des règles juridiques, donc une forme de cohérence interne au droit, mais au regard de l'objectif de santé publique, et notamment sur la question de l'allocation des recettes. Donc, je rappelle le schéma qu'a montré Françoise, en montrant qu'effectivement, actuellement, il y a une déconnexion concernant l'allocation des recettes de la taxe par rapport à l'objectif sanitaire que l'on s'est donné. Alors, s'agissant, peut-être la prochaine slide, de la question du recouvrement, s'agissant du recouvrement, eh bien, on n'a pas noté de problème particulier concernant les modalités de recouvrement, sauf qu'on a très très peu d'éléments, hein. On a vu qu'il n'y avait pas de retour systématisé de la direction des douanes à la direction de la sécurité sociale. Et donc finalement, le ministère de la Santé n'a pas vraiment de regard sur l'évolution du produit de la taxe. Et donc cela amène à une forme de méconnaissance des effets produits. Par ailleurs, il y a eu un transfert en 2019 du contrôle et du recouvrement, donc transfert à la DGFiP avec une déclaration simplifiée. La déclaration simplifiée va encore amoindrir la capacité que l'on a à avoir des données précises concernant le recouvrement de la taxe. Donc on le voit, hein, on perd un peu de vue l'objectif politique d'incitation à la reformulation au moment du recouvrement. Prochaine slide, merci. Je le disais un peu, il n'y a pas dans la pratique d'enjeu opérationnel de recouvrement qui a été repéré, pas de difficulté particulière. Euh, il y a sûrement une probable hausse des recettes brutes suite à la révision. Et donc évidemment, normalement, l'objectif, c'est qu'il y ait une baisse du produit de la taxe parce que ça veut dire effectivement qu'on a plus reformulé et qu'il y a moins de produits taxés et moins de sucre dans les boissons. Donc, effectivement, point à ajouter. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir ce qu'il en est de l'allocation des recettes à une cause sanitaire. Alors, quelques points juridiques concernant cette allocation. Contrairement à ce que certains peuvent parfois penser, puisque on confond parfois avec les recettes de l'État, hein, pour lequel on applique le principe d'universalité budgétaire et où il n'y a pas de préaffectation, la sécurité sociale fonctionne dans un principe contraire d'affectation de chacune des recettes à une branche particulière. Donc on peut tout à fait explorer des pistes de réaffectation de la taxe soda pour que on reconnecte le produit de la taxe soda ou le produit d'une taxe élargie à d'autres produits, à des actions de prévention en santé. Et la Cour des comptes propose cela en 2022 de manière élargie pour toutes les taxes comportementales en santé, les droits sur le tabac, l'alcool, les boissons sucrées et édulcorées, et donc en proposant effectivement qu'elles soient intégralement affectées à la branche maladie pour concourir au financement des actions de prévention et de soins liées donc aux pathologies et aux maladies non transmissibles qui sont générées ou favorisées par ces produits.
On le voit, ça participe de l'exigence générale de cohérence, de transparence et d'affectation, ce qui rend évidemment plus acceptable cette taxe aussi pour les contribuables. On le verra par la suite. Donc voyons effectivement ce point. On le voit, je ne vais pas commenter tous les résultats, mais on voit par exemple le dernier point que dans les enquêtes, il y a un nombre très important de personnes qui considèrent qu'ils sont favorables à la taxe uniquement si l'argent récolté est utilisé pour améliorer notre système de santé. Donc évidemment, ça participerait, c'est vrai aussi en matière environnementale, à une acceptabilité plus forte d'une telle fiscalité. Alors en conclusion, Euh, il faut bien rappeler que la taxe des produits avec sucre ajouté et édulcorant n'est qu'une stratégie parmi d'autres. Et effectivement, il y a à la fois des mesures informationnelles, hein, la déclaration nutritionnelle, le fait d'encadrer les allégations nutritionnelles et de santé, mais surtout, il y a d'autres moyens pour agir sur les environnements alimentaires. Notamment, on peut tout à fait prévoir une reformulation obligatoire. On peut aussi, sur les vecteurs que j'ai évoqués, les vecteurs liés au choix des consommateurs, encadrer le marketing, hein. Il y a eu des propositions depuis des années pour limiter le marketing alimentaire auquel sont exposés les enfants concernant les aliments gras, sucrés et salés. Alors à cet égard, on peut signaler la publication de la SNANC, le projet de SNANC a été publié en avril 2024, la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Les propositions sont assez critiquées dans la mesure où il y a essentiellement des outils incitatifs et pas d'objectifs chiffrés. Alors concernant le cas particulier que je viens d'évoquer, l'encadrement publicitaire notamment, c'est une des déceptions importantes. Alors concernant la taxe, eh bien, elle a été votée en 2025 avec des évolutions. On a tenu compte des enseignements, alors peut-être de ce projet. En tout cas, il a été cité dans les travaux parlementaires. Il y a aussi l'Institut Montaigne qui avait publié une étude juste avant les discussions et sans citer d'ailleurs, mais en faisant référence très précisément aux résultats qui sont publiés dans ce projet en indiquant, vous voyez là, on reprend les tableaux initialement présentés de l'évolution de la taxe en 2012, en 2018 et en 2025, on a simplifié en fixant uniquement trois seuils et avec des effets de seuil qui n'existaient pas, puisqu'avant on avait une progressivité, donc des effets de seuil qui n'existaient pas dans la version 2018, en tenant compte notamment des enseignements britanniques. Donc l'exemple britannique qui semble plus efficient puisqu'il y a eu des reformulations très importantes, baisse assez importante des taux de sucre dans les boissons. En ayant à la fois une augmentation des taux et la fixation de trois seuils pour les boissons avec ajout de sucre et deux seuils pour les boissons édulcorées. Et donc, alors, ça n'a pas entraîné, puisqu'on avait évoqué en octobre 2024 la possibilité d'une extension de la taxe aux produits solides sucrés. Il y avait au départ un accord de la ministre de la Santé, puis finalement une volte-face avec un lobbying assez important de l'industrie agroalimentaire. Et il y avait une opposition aussi du ministère de l'Agriculture. Mais on peut évidemment remarquer, en revanche, cette évolution de la taxe soda avec les seuils que je viens d'évoquer. Merci pour votre attention et on va s'ouvrir aux questions. Bon, enfin, rebonjour et surtout merci. Merci pour ces deux dimensions du projet qui ont été partagées ce jour, en particulier avec, je dirais, une vision un peu générale et plutôt de politique publique, puis des questions juridiques très pointues et notamment liées à la constitutionnalité, voire même au droit européen et en particulier aussi sur les questions techniques en fait, hein, puisque vous croisez autant du droit que de la technicité et de la technicité liée tout simplement aux questions scientifiques. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais c'est parce que souvent
les, les personnes qui participent attendent que je pose une ou deux questions pour démarrer le dialogue. Moi, j'avais une question pour chacune d'entre vous. Alors, d'abord pour Françoise, en particulier lorsque tu as évoqué, je dirais, la bonne réception finalement, ou une réception plutôt positive de la taxe dans ton, enfin, à un moment lorsque tu parlais de la, comment dire, on peut dire de l'enquête produite. À un moment, tu es allé assez vite, alors je vais bien te reposer une question là-dessus, sur le fait que, bon, il y a quand même des populations, et notamment, comme tu disais, des populations qui n'étaient pas forcément les plus, on va dire, les plus exposées, qui étaient quand même positives, et d'autres qui, enfin, sous-entendu, d'autres l'étaient moins. Revenir peut-être plus en détail, voilà, sur l'enquête, hein, et sur ces dimensions-là, sur je dirais les sous-catégories dans la catégorie, y compris positives, les plus positifs et les plus négatifs. Est-ce qu'il y a voilà un profil particulier? Est-ce que c'est lié aussi à alors, aux questions sociales, au genre et autres dimensions? Alors, sur le droit, je me sens un peu moins, en tout cas, compétente, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans votre présentation, c'est à la fois le montrer que effectivement c'est pas, enfin je dirais de la mauvaise volonté, au contraire c'est une bonne volonté politique. Enfin en tout cas tout est fait pour. Mais en même temps, j'ai entendu, vous en avez parlé quand même. Bah, d'abord il y a la question très juridique que vous avez évoquée sur la conformité à la Constitution, qui quand même contraignent beaucoup les normes et les normes de taxation. Mais aussi à un moment, vous avez parlé assez rapidement de, il faut, vous avez même dit, et ça, enfin, ça va de soi en gros, et je l'ai souvent entendu moi aussi en droit de l'environnement, que ça soit justifié scientifiquement. Et je voulais, enfin, voilà, vous faire réagir sur cette dimension de la justification scientifique. C'est-à-dire, là, c'est plutôt dans votre enquête. Est-ce que vous avez observé, justement, vous en avez parlé un peu à la fin, des effets de seuil, de recomposer qu'est-ce qui est acceptable ou pas et qu'est-ce qui va être taxé ou non. Euh, en quelque sorte, où est la science, enfin, où est la science? Quels sont les scientifiques investis que vous avez repérés? Est-ce que cette science, alors vous l'avez parlé tout à fait à la fin, des effets de lobbying ou des effets de controverse, c'est-à-dire par exemple des ministères qui sont pas d'accord entre eux, notamment agriculture contre santé, pour dire vite. Est-ce que voilà, vous avez vu aussi pendant votre enquête ces dimensions, ces tensions autour de la justification scientifique? Parce qu'en fait, en réalité, tout le monde peut être d'accord sur le principe qui semble assez largement recueillir, on va dire, euh, recueillir une opinion positive, y compris dans la population. Mais à un moment, il va falloir hiérarchiser ces taxes et certains vont être taxés, pas d'autres. Donc, il y a un enjeu économique et un enjeu lié au lobbying. Donc, voilà, pour amorcer le dialogue, je vous lance chacune sur une question, enfin un commentaire sur lequel vous pouvez réagir. Et puis j'espère bien qu'il y aura quand même des questions provenant des auditeurs ou auditrices du webinaire. Donc j'incite voilà, à ce que vous posiez des questions. Donc d'abord Françoise peut-être, et puis ensuite Marine sur Pour répondre lobbying. à ta question, donc c'est l'équipe de Chantal Julien qui a travaillé sur l'enquête qualitative sur la perception et l'opinion de la taxe. Ce que je peux dire, c'est que effectivement les déterminants enfin, socio-économiques de l'acceptabilité montrent que les plus favorables sont liés donc au fait d'être un homme, d'avoir un niveau de revenus plus élevé, un niveau d'études plus élevé et de ne pas consommer de boissons sucrées. Donc, plus on a une perception défavorable des boissons sucrées, enfin, l'association avec la perception défavorable des boissons sucrées est associée à une probabilité deux fois multipliée par deux d'être en faveur de la taxe. Est-ce que, voilà, Non, c'est non, clair? c'est assez clair. Voilà. Et donc, et par ailleurs, donc ça on recueille ceux qui sont les plus favorables, mais est-ce qu'il y en a enfin, est-ce qu'il y aurait dans l'échantillon vraiment enfin, opposés, quoi, enfin, en gros, ou qui voient pas l'utilité de cette taxe? Est-ce qu'il y a une population aussi,
je dirais, totalement réactive par rapport à cette taxe. Ben, on voit dans les perceptions que pour certains sont, voilà, sont favorables, d'autres considèrent qu'elle est utile, d'autres considèrent qu'elle est moins utile, qu'elle ne va pas forcément abonder le budget de l'État. Certains considèrent encore que elle réduit, il y en a presque la moitié qui considèrent qu'elle va réduire le pouvoir d'achat. Mm. Et puis un bon tiers qu'elle est injuste parce qu'elle va pénaliser les ménages avec des revenus plus modestes. Donc c'est assez partagé, mais quand même avec une tendance plutôt positive. Et plus, hein, alors les études de façon générale montrent que quand il y a des campagnes de sensibilisation associées, l'effet signal de dénormalisation fait un peu basculer en faveur de la taxe. Et surtout, comme Marine l'a rappelé et a insisté, d'autant que elle va être utilisée au profit du système de santé, Mm. soit pour compenser, soit pour donner des subventions pour l'achat de produits sains ou des actions en faveur de la sensibilisation, justement, sur les méfaits de la consommation de boissons sucrées. Merci Françoise. Alors, Marine. concernant cette question assez vaste, hein, Oui, oui. je l'avoue. Concernant d'abord la justification scientifique, il faut savoir qu'on est dans un système qui est un système où le principe, ce sont les libertés économiques, un système libre-échangiste. Et donc, évidemment, là, il y a une forme, un risque d'entrave injustifiée à la fois aux échanges au plan européen et un risque d'atteinte aux libertés économiques des opérateurs au plan national. Et donc, on entre par l'exception sanitaire, en quelque sorte. Mm. Et donc, on va déroger à ces libertés économiques, mais l'équilibre doit être trouvé hein, entre les enjeux économiques et les enjeux sanitaires. Toutefois, comme c'est par la voie de l'exception, il va falloir prouver effectivement à chaque fois que c'est justifié par des raisons de santé publique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il va falloir étayer à la fois au plan national, au regard, là je l'ai évoqué, du droit constitutionnel, et des enjeux de conformité à la Constitution, et au niveau européen, les dossiers. Et c'est vrai que, par exemple, les Britanniques ont beaucoup travaillé, leur argumentation concernant la taxe soda, ont beaucoup travaillé leur argumentation concernant aussi des aspects qui dépassent le propos du jour, l'encadrement du marketing alimentaire pour les Mm. produits gras, sucrés et salés, ce qui leur a permis effectivement de mettre en place ces mesures avec des effets qui sont assez importants, hein, puisqu'en 2019, on avait considéré que la reformulation avait était important puisqu'il y avait une proportion des boissons sucrées taxées qui est passée de 49% à 15% en 2019. Donc effectivement, une baisse très importante. Et donc c'est important effectivement et parfois on peut s'étonner, on voit une proposition de loi qui a été faite très récemment concernant le marketing alimentaire pour les enfants avec strictement aucune justification et aucune référence aux travaux qui sont menés depuis des dizaines d'années sur l'impact qu'a notamment l'action publicitaire sur les enfants et notamment le marketing digital. Donc, euh, il est vrai que les tensions sont fortes au plan politique. Donc là, maintenant, on voit sur le deuxième aspect, il y a beaucoup de lobbying, il y a beaucoup d'opposition, il y a peu de volonté politique. On le voit puisque quand on interroge à l'occasion des programmes politiques, il y a peu de volonté politique dans le domaine particulier de la nutrition pour effectivement adopter des mesures, qui sont des mesures non pas seulement incitatives, mais coercitives avec véritablement une volonté d'infléchir la situation concernant l'environnement alimentaire et de modifier vraiment l'environnement alimentaire pour avoir un environnement alimentaire plus sain. Et donc, effectivement, pour contrer ce lobbying, ces oppositions ministérielles, ce manque de volonté politique, bah, il faut effectivement qu'il y ait des projets comme celui qu'on a évoqué, où on ait vraiment des argumentations solides, où on travaille main dans la main, à la fois les sciences humaines et sociales, et puis les sciences qu'on qualifie de plus dures, donc notamment en nutrition, pour que l'on puisse véritablement argumenter euh, au regard de la situation que je viens d'évoquer.
Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un point important à la fois pour la justification scientifique et pour le contexte politique dans lequel on se situe. Non, non, c'est tout à fait complémentaire par rapport à votre présentation. C'était justement pour faire réagir et aller un peu plus Mm. loin, et notamment pour partager un point. Moi, je vois ça un petit peu aussi sur les questions d'environnement, et c'est assez connexe sur le fait que voilà, il y a aussi des controverses. Il y a aussi évidemment soit un manque de souffle politique parfois, soit le fait que comme ça a des enjeux très clairement économiques, évidemment il y a des controverses. Alors nous avons une question de Raphaël Karmaïdik, pardon. Selon vous, qu'est-ce qui explique la moindre efficacité de la taxe par rapport à d'autres, alors j'imagine en France, de la taxe par rapport à d'autres pays? Donc je ne sais pas qui peut répondre, enfin, Françoise ou Marine, peut-être à deux voix. Je sais pas, Marine, je te laisse répondre parce que tu as abordé ce point dans la dernière ou Et Oui, l'avant-dernière diapo. on s'est rendu compte effectivement qu'on doit jouer sur les taux et il faut que les taux soient élevés. Et donc, effectivement, ça amène une augmentation des taux. Et par ailleurs, alors là, évidemment, ça touche des aspects économiques hein, dont je ne suis pas spécialiste, mais des effets de seuil aussi, pour que véritablement il y ait des enjeux importants financiers pour les entreprises dès lors qu'ils ont une reformulation, où vraiment ça puisse modifier sensiblement la situation au regard de la contribution fiscale à supporter. Et donc, les effets dissuasifs sont plus importants lorsqu'on a ces caractéristiques qui correspondent à l'évolution dans le PLFSS 2025 qu'on vient de décrire. Donc, on peut s'en satisfaire et effectivement, on verra quels seront les résultats de cette modification qui d'ailleurs a été largement pensée en s'appuyant sur les études de chercheurs et notamment sur ce projet, les résultats de ce projet. Bien, Françoise, Peut-être François, si tu veux compléter. compléter ou pas? Euh, non, j'ai rien de plus à ajouter. Il faut, pour être incitatif, il faut que les montants soient importants et qu'il y ait des seuils qui fassent en sorte que les fabricants ne puissent pas trop rester en dessous pour Hmm. s'exonérer de la taxe. Enfin, c'est ce que Marine vient d'expliquer. Après, on le voit aussi concernant à la fois la justification au niveau européen et les autres exemples, notamment l'alcool et le tabac. C'est Mm. vrai qu'on a un set de mesures, c'est-à-dire qu'on n'a pas que la taxe, mais qu'on a un ensemble, un environnement de mesures. On a une efficacité qui est évidemment plus importante. Et ça permet aussi d'être plus cohérent en termes de justification par rapport au droit de l'Union européenne. Mais là, la difficulté quand même pour les poissons sucrés, c'est que cette taxe ne s'accompagne pas d'autres mesures environnementales sur Mm. l'environnement alimentaire et notamment ne Mm. s'accompagne pas de restrictions concernant la publicité. Et Mm. donc, on revient sur les propositions qui ont été faites, la position obligatoire du Nutri-Score sur les produits les plus gras sucrés et salés, les propositions qui peuvent être faites d'encadrement du marketing alimentaire pour les boissons plus sucrées pour les enfants, la limitation du sponsoring aussi des techniques. On voit qui a été sponsor pour les Jeux Olympiques à Paris l'été passé. En tout cas, la taxe, c'est un outil parmi d'autres dans une politique publique de santé, pour résumer. Enfin, Tout à fait. c'est un outil, et si c'est pas accompagné par d'autres aspects, notamment sur voilà, la promotion de la santé, sur le fait qu'il y ait des recommandations, voire même des incitations, c'est compliqué. Enfin, je résume et Mm. j'essaye de, C'est de comme travailler. pour toute action en santé publique, il Tout faut à fait. agir sur plusieurs leviers dans les milieux de vie, sur les autres politiques sectorielles, des campagnes de sensibilisation auprès des individus, de leurs familles, la réglementation. Enfin, faut mettre en jeu, en mouvement tout l'arsenal des instruments possibles pour faire évoluer et les comportements et les environnements.
Et juste pour terminer, est-ce que vous avez, alors je sais pas, ça a peut-être été placé, mais ça a été rapide. Est-ce que vous avez enfin une recommandation vous-même, c'est-à-dire est-ce que vous avez, je crois que votre rapport est en ligne. Ça pourrait être aussi intéressant pour, alors ça Oui, demanderait alors de il deux figure, le personnes en lien même temps. figure dans le diaporama sur D'accord. l'avant-dernière diapo. C'est l'avant-dernière parce que c'est ce que je me disais. Peut-être, ah, Voilà. mais il y a une dernière question, mais qui arrive comme d'habitude sur le fil. Tac, tac. Bonjour et merci de cette présentation. La possibilité d'encadrer le marketing apparaît effectivement comme étant un bon moyen de lutter contre la malbouffe pour la novice que je suis. Est-ce que les mesures législatives coercitives déjà en place en France ou par ailleurs par rapport à la nutrition sont efficaces? On revient un petit peu à ce on a dit tout à l'heure. Sachant que le marketing adressé aux plus jeunes évolue fortement et passe maintenant notamment par les réseaux sociaux. Donc, ça a été à peine évoqué, mais effectivement, vous avez parlé des réseaux sociaux. Ça, c'est un nouvel enjeu, évidemment. C'est un enjeu très important de santé physique et de santé mentale pour les Oui, jeunes. On voit que c'est dans l'actualité. Actuellement, il n'y a aucune mesure coercitive dans ce domaine. On est uniquement dans les mesures incitatives avec la charte alimentaire qui a été renouvelée sous l'égide de l'ARCOM. Ce sont des engagements et on est dans une logique entre la co-régulation et l'autorégulation. Il n'y a pas de mesure coercitive, ce qui effectivement est actuellement à la fois discuté et sévèrement critiqué. et d'autant plus que enfin, tout ce qui est réseaux sociaux, voire les réseaux Internet, sont globalement mondialisés et qu'y compris si en France, ou notamment en Europe, on essaye d'être vertueux, il peut y avoir d'autres espaces qui le sont encore moins et qui exposent encore Oui, mais bon, davantage on a peut-être. pu voir avec la mise en place du DSA, Digital Services Act, Oui, que l'Union européenne pouvait parfois effectivement c'est ça. Mm. marquer cette volonté politique et se doter de moyens Mm. pour essayer de mettre en œuvre un certain nombre de Voilà, garde-fous tout à fait. voilà, qui sont donc Bon, écoutez, je vous voilà. remercie. On est à 2 minutes de la fin. Alors, sauf s'il y a une toute dernière question qui apparaît, mais je ne la vois pas. Je vous remercie. Je rappelle que cette session est enregistrée, donc voilà, qu'il y aura une possibilité de la revoir et surtout de diffuser auprès des absents l'idée que peuvent écouter cette session bientôt sur la chaîne YouTube de l'EHESP. On se revoit le mardi 24 juin. Ça sera une session comodale, comme on dit, c'est-à-dire présentielle à l'EHESP pour ceux et celles qui ont envie de participer à ce séminaire. C'est aussi dans le cadre du Centre interdisciplinaire en santé mondiale. On accueille cette fois-ci une collègue étrangère, Marguerite Cazege, sur un sujet comme vous le découvrez, Health in the Balance, Climate Change and its Impact on Vulnerable Population. C'est-à-dire on revient sur les questions, on va dire, climatique, de santé mondiale. Et l'idée générale, effectivement, sera aussi l'année prochaine. Alors, je fais petite, voilà, une petite incise pour parler déjà de la prochaine saison. Il y aura clairement un cycle sur la santé mondiale, puisque chaque année, on essaye de donner pas une tonalité totale à un thème, mais d'avoir un thème quand même voilà, de prédilection qui est une sorte de fil rouge de l'année. En tout cas, je vous remercie à toutes les deux. Je vous libère. Je sais que Marine a encore Merci beaucoup beaucoup de travail et pour un autre votre webinaire. merci beaucoup pour votre Et donc, invitation. à bientôt pour tous en tout cas, les membres de l'EHESP. Au revoir. Au revoir.